18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. C'est un véritable tournant. L'accord relatif au statut unifié pour tous les fonctionnaires de l'éducation nationale conclu hier entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs. Une étape très attendue qui intervient après une année de dialogue sectoriel et plusieurs rounds de négociations. Décryptage dans ce journal. Nous ferons halte à Berkane. La Provence est connue pour sa grande production d'agrumes. Chaque année en cette période, plus de 60 000 tonnes de clémentines sont produits, un chiffre divisé par la moitié. Face au manque de précipitations, les agriculteurs accusent des pertes conséquentes. En fin de journal, nous braquerons les projecteurs sur un art architectural millénaire, la sculpture sur plâtre, un savoir-faire ancestral perpétué par les artisans marocains, des mains agiles et subtiles qui donnent vie à cette noble matière. Bonsoir à tous. La feuille de route 2022-2026 dans le secteur de l'éducation franchit un cap important. Pas plus tard qu'hier, le procès verbal d'un accord entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs de ce secteur a été signé. L'accord fixe les contours du régime de base unifié de l'enseignement. Une grande première pour l'intégration tant attendue des enseignants cadres au statut de la fonction publique. C'est aussi un grand pas pour l'amélioration du statut de l'ensemble du personnel éducatif. Mariam Lemessi. C'est la fin d'un processus de dialogue sectoriel de longue haleine. Le procès verbal de l'accord portant statut unifié pour tous les fonctionnaires de l'éducation nationale est désormais acté. À la clé, un seul régime de base unifié applicable à l'ensemble du personnel éducatif. Cet accord est le fruit du dialogue entamé il y a un an. C'est le témoignage de l'intérêt porté à l'enseignant en tant que clé de voûte du système éducatif que les Marocains souhaitent offrir à leurs enfants. Revaloriser la profession, un vaste chantier auquel le gouvernement compte bien s'atteler. Le défi est de taille, permettre au métier de ressusciter des vocations. Pour ce faire, une évolution de carrière unifiée pour tous les cadres, avec en prime des chances de promotion pour toutes les catégories dont les parcours étaient limités. Le champ de promotion hors échelle s'ouvre enfin pour toutes les catégories qui en étaient exclues, notamment celles qui seront mises à la retraite cette année. C'est l'un des points forts de cet accord. Nous en sommes satisfaits et aspirons toujours à ouvrir un nouveau grade pour les enseignants du secondaire et les catégories similaires d'administrateurs. L'accord se veut un tournant crucial dans le processus du dialogue sectoriel. Il met fin à un suspense qui a duré plus de 20 ans. C'est le couronnement d'une série de plus de 20 rencontres tenues avec les départements gouvernementaux concernés qui se chargeront de l'exécution budgétaire de chaque dossier. De quoi rehausser la qualification et la performance du corps enseignant. L'accord tire un trait définitif sur le statut des contractuels, un acquis escompté des cadres des académies régionales d'éducation et de formation. C'est un accord fondamental qui répond partiellement à nos revendications dans l'attente de l'étape suivante qui sera tout aussi cruciale, celle de la mise en œuvre d'un nouveau statut équitable et unifié qui bénéficiera aux travailleurs enseignants, toutes catégories confondues. Le nouveau statut règle un certain nombre de dossiers bloqués depuis plusieurs années et ouvre d'importantes perspectives d'évolution professionnelle en faveur de toutes les catégories de la famille éducative, en plus d'annuler les statuts liés au cadre des académies régionales d'éducation et de formation. Incitatif et motivant, l'accord toucherait plus de 50% des employés du secteur public. Son entrée en vigueur est prévue pour cette année, un tournant dans la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous. Voilà donc un grand titre à la une de l'actualité de la semaine. L'accord dans le domaine de l'éducation signé hier entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs. Un accord qualifié d'historique par le chef du gouvernement. Pour nous parler de ces nouveautés avec nos professeurs Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue.
Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors cet accord porte plusieurs nouveautés, comme nous venons de le voir, un statut unifié pour l'éducation, mettant fin au statut des enseignants contractuels et l'ouverture de la promotion hors échelle pour toutes les catégories qui en étaient exclues. Quelle est la portée de cet accord aujourd'hui dans ce contexte de réforme d'un secteur stratégique ? C'est d'abord un accord particulier qui doit être souligné, et c'est effectivement l'actualité, mais c'est un accord qui a une valeur démonstrative, je vais y revenir. C'est un accord qui a été laborieux. Il y a eu pas moins de 20 rencontres depuis plus d'un an entre le ministre de l'Éducation nationale, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jacques Moussa, et les 5 syndicats les plus représentatifs. C'est pour dire que ça a été difficile. Il y a eu des moments de rupture, de reprise de dialogue, d'allées et venues, etc. Donc ça, c'est quand même important. Maintenant, c'est finalisé. Autre observation, c'est que les 5 syndicats ont présenté des propositions conjointes. C'est pas neutre. Parce que souvent, au niveau des syndicats, il y a de la surenchère entre les uns et les autres, etc. Ça n'a pas été le cas, et ça aussi, c'est à acter et c'est à mettre à l'actif de cet accord. Il faut également relever qu'il inaugure et il marque une culture du dialogue social. Ça a été dit d'ailleurs dans le communiqué, qui est le procès-verbal qui a été publié, c'est la poursuite du dialogue social sur la base d'un certain nombre de principes de régularité, de continuité, d'écoute et de respect des engagements mutuels. Donc il y a là une inflexion positive des acteurs sociaux et en même temps du département de tutelle. Il y a aussi le fait que ça met fin à une situation qui posait problème, celle des contractuels, notamment dans les académies régionales, vous savez, d'éducation et de formation. Ça a été réglé, il y a maintenant un corps unifié. Alors, il y a un certain nombre d'autres observations que l'on peut formuler. La première, c'est que c'est vrai que ça a introduit une nouvelle ingénierie pédagogique. Il y a aussi le fait que il y a des objectifs de croissance, de performance, plus exactement, qui ont été arrêtés, et que ça consacre des droits et des devoirs. Les droits, c'est bien, vous l'avez dit, c'est revalorisation des situations matérielles, morales et professionnelles, donc des enseignants et des cadres de ce secteur éducatif, mais aussi des devoirs, c'est-à-dire les enseignants et autres ont été astreints à des évaluations de performance. C'est-à-dire l'État a beaucoup fait, il faut le dire, avec cet accord-là, mais il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'on n'a plus le cursus habituel et le parcours des enseignants dans un cadre rigide avec un avancement statutaire automatique suivant l'ancienneté, suivant les postes budgétaires surtout, etc. Donc maintenant, il y a une nouvelle méthodologie qui a été retenue. C'est une méthodologie donc qui met fin à des statuts particuliers et qui impose des règles d'évaluation de compétences, l'amélioration du cadre professionnel, et tout ça, c'est bon pour l'école, c'est bon pour les élèves de nos écoles. Et professeur, cette semaine a été également marquée par la visite au Maroc d'une délégation du Congrès américain représentant les partis démocrates et républicains. Au menu de cette visite, des entretiens avec le chef du gouvernement et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le partenariat stratégique entre Rabat et Washington, en particulier dans son volet lié au renforcement de la paix et de la prospérité en Afrique. Oui, effectivement, c'est une délégation du Sénat américain qui est composée de 7 membres, certains républicains et d'autres démocrates, ça doit être souligné. Ensuite, c'est une délégation qui a été reçue, vous l'avez dit, par le chef du gouvernement, puis par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Ce que j'en retiens, c'est d'abord le fait que cette délégation sénatoriale a rendu hommage de nouveau au leadership du Maroc et au leadership personnel de Sa Majesté le Roi. Ça a été dit clairement, ça mérite d'être levé. Autre symbole, me semble-t-il, c'est le dîner offert par le souverain en l'honneur de cette délégation. Qui était présent dans ce dîner ? Évidemment, donc le chef du gouvernement. Ensuite, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et puis un conseiller Sa Majesté le Roi, André Azoulay, puis le secrétaire général de la communauté juive du Maroc, Serge Berdugo, puis
Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Ulama. C'est intéressant, vous voyez, c'est montrer que le Maroc est une terre de dialogue et de tolérance. Et puis aussi le président de la CGEM, donc Chakib Lalech. Donc ça aussi, ce protocole-là a un sens. Donc, ça n'est pas qu'un contact avec des institutionnels officiels, c'est aussi élargi aux personnalités que j'ai citées. C'est une occasion pour rappeler ce qu'ont dit ces sénateurs. Ils ont beaucoup insisté sur la nécessité d'approfondir davantage le partenariat entre leur pays et le royaume, et le chef du gouvernement donc avait précisé à ce sujet qu'il y a de grands acquis, lesquels c'est d'abord un volet politique et diplomatique, bien sûr, le dialogue stratégique, les accords d'Abraham qu'il faut consolider et élargir, ça a été dit et par le chef du gouvernement et par les sénateurs américains. Il y a également, vous le savez, une coopération sécuritaire militaire qui est importante, et puis le Maroc a des accords commerciaux importants avec les États-Unis. Il y a un accord de libre-échange 2006 qui a conduit à quoi? Qui a conduit pratiquement au quadruplement des échanges commerciaux avec les États-Unis. Aujourd'hui, les échanges sont de 5 milliards de dollars. Le Maroc, faut le relever, est le seul pays avec lequel les États-Unis ont un accord de libre-échange dans le continent. C'est extrêmement important. Il y a eu également l'évocation du sommet du Negev qui devrait se tenir, selon le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, en mars à Dakhla. Il y a eu d'ailleurs la réunion du comité préparatoire il y a une semaine. Vous le savez, donc sur ça c'est important. Et puis il y a le fait que le Maroc poursuit sa politique de partenariat stratégique, un partenariat approfondi couvrant tous les volets, et ça c'est une expression d'une diplomatie qui est en marche, une diplomatie en mouvement. Professeur Simi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci à vous. Et direction à présent Berkane, capitale marocaine des agrumes. Cette culture représente le cœur battant de l'agriculture dans la province. Mais pour cette année, stress hydrique oblige, la production accuse une nette baisse. Pour les producteurs d'agrumes locaux, ce n'est pas la bonne forme. La production a été réduite de plus de la moitié, comme nous le verrons avec Mohamed Blaoui, Rachid Letabi et Boubkar Benrabret. La clémentine de Berkane, un rayon de soleil qui brille dans les domaines agricoles de la région. Nous sommes au mois de janvier et ce sont les dernières récoltes. La production connaît cette année une baisse en raison du stress hydrique enregistré durant ces derniers mois. Cette année, nous enregistrons une forte baisse de la production, une baisse qui se situe autour de 70%. Ceci revient au manque de précipitations. Nous avons de grosses pertes. Nos exportations se chiffraient à 60 000 jusqu'à 65 000 tonnes l'année dernière. Cette année, elles se situent autour de 20 000 tonnes. Nous enregistrons également une baisse au niveau de la qualité du fruit. La province de Berkane compte quelques 21 stations d'emballage et 23 stations de conditionnement consacrées à l'exportation des agrumes, en particulier pour ce qui est de la clémentine. Nous avons été contraints de réduire notre main-d'œuvre. Elle a été diminuée de moitié. La station d'emballage ne tourne plus à plein régime. On ne travaille que 2 jours par semaine. Cœur battant de l'agriculture dans la province de Berkane et premier secteur employeur, les agrumes représentent 42% du périmètre de la Moulouya et 25% de la superficie irriguée. Notre escale dans l'actualité internationale, là présent avec d'abord ce tragique accident ce matin au Népal. Au moins 67 personnes sont mortes dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 3 décennies dans ce pays himalayen. L'avion de la compagnie aérienne Yeti Airlines en provenance de la capitale népalaise Katmandou s'est écrasé ce matin peu avant 11h près de l'aéroport local Pokhara, au centre de Népal où il devait atterrir. À l'heure actuelle, aucun survivant n'a été trouvé. Aux États-Unis, les intempéries continuent de faire des ravages. Le président américain Joe Biden
a déclaré l'état de catastrophe majeure en Californie. De nouvelles intempéries sont attendues après 3 semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Joe Biden a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour aider les habitants et les collectivités de cet État à réparer les dégâts causés depuis le 27 décembre par les violentes tempêtes hivernales. À la une également, la Chine qui annonce au moins 60 000 morts depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays il y a un mois. L'OMS a quant à elle demandé des données plus détaillées. Après 3 années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé depuis début décembre l'essentiel de ses mesures sanitaires contre le coronavirus. Le nombre de malades a connu dans la foulée une forte croissance. Des hôpitaux submergés de patients âgés et des crématoriums qui apparaissaient dépassés par l'afflux des corps. À la une de l'actualité sportive, la Confédération africaine de football a annoncé qu'elle va ouvrir une enquête pour établir dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux en Algérie, violant les statuts et les règlements de la CAF et de la FIFA. Dans un communiqué publié ce dimanche sur son site électronique, la Confédération explique que selon ses statuts et règlements et ceux de la FIFA, elle doit s'abstenir de s'impliquer dans la politique et rester neutre sur les questions de nature politique. Ces déclarations politiques ne sont pas celles de la CAF et ne reflètent ni un point de vue ou une opinion de la CAF en tant qu'organisation politiquement neutre, insiste l'instance africaine de football. Rappelons que dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football avait dénoncé et condamné vivement les agissements malveillants et les manœuvres abjectes ayant émaillé l'ouverture du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux. La Fédération royale marocaine de football a adressé une correspondance à la CAF qui est appelée à assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n'ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond. Et le Maroc absent malgré lui du championnat d'Afrique des joueurs locaux CHAN 2023. La presse internationale s'indigne et condamne une situation qualifiée de déplorable. Le magazine espagnol Atalayar souligne que l'absence du Maroc est une perte majeure pour ce championnat. Les Lions de l'Atlas sont les vainqueurs des 2 dernières éditions du CHAN en 2018 et 2020. Équipe révélation de la Coupe du Monde au Qatar et favori pour remporter cette édition, relève la publication dans un article intitulé « L'Algérie bloque la participation du Maroc au CHAN ». L'agence de presse d'Argentine Alternative Presse Agency titre l'Algérie, pays hôte de la Coupe d'Afrique de football, fait d'une manifestation sportive une arène pour régler ses différends politiques avec le Maroc. De son côté, la Fédération des journalistes du Pérou condamne la décision déplorable des autorités algériennes d'empêcher l'équipe nationale marocaine de football de participer au championnat d'Afrique des joueurs locaux CHAN 2023 organisé en Algérie, soulignant que le régime algérien est ainsi tombé dans un piège qu'il s'était lui-même tendu. Et puis l'agence de presse italienne La Presse indique que dans sa version américaine, que la privation du Maroc de participer à la compétition africaine est un acte de politisation grandissante du sport par le régime algérien. Il orne le plafond de toutes les maisons marocaines, blanc ou coloré, moderne ou artisanal. Le plâtre est un des plus anciens ornements de l'architecture marocaine traditionnelle. Son origine remonte à l'époque médiévale, un matériau millénaire qui n'a aucun secret pour les mains habiles de nos maîtres artisans. C'est un reportage de Mohamed Louahibi avec un commentaire de Maria Oued. À la manière d'un orfèvre, le geste est parfaitement maîtrisé. Ébauchoir à la main, l'artisan taille, cisèle et sculpte le plâtre pour lui donner vie. Un matériau millénaire datant de l'Antiquité. Il est employé pour l'ornementation, la décoration et le moulage dans l'art de la sculpture marocaine. De teinte légèrement rosée, le gypse marocain peut être rehaussé de couleurs et façonné selon les goûts et les préférences de chacun.
J'aime montrer au client le produit brut avant qu'il ne soit transformé par l'artisan. C'est de cette manière que nous maintenons les traditions et ce savoir-faire hérité de nos ancêtres. Nous aimons aussi innover et créer de nouvelles sculptures avec des couleurs et des formes qui sortent de l'ordinaire. Nous utilisons différents types de plâtre pour créer nos œuvres. Le plâtre rosé, le gypse pour ne citer que les plus connus. Le plâtre permet de donner vie à une idée et de la rendre réelle. C'est un matériau incontournable de l'architecture marocaine. Un savoir-faire ancestral, perpétué par les artisans m'allem, qui de leur doigté agile et subtil participent à la mise en lumière du patrimoine marocain. Le plâtre est un matériau qui fait partie intégrante de l'artisanat marocain. C'est grâce au plâtre que la sculpture marocaine est mise en valeur. Après quoi, les maîtres artisans le peaufinent et le subliment. Ils sont en quelque sorte les ambassadeurs de l'artisanat marocain, car ils font en sorte de perpétuer un savoir-faire ancestral. Motif ornemental de l'architecture islamique depuis l'époque médiévale, le plâtre est magnifié par les maîtres artisans qui continuent de leurs petites mains affûtées à écrire l'histoire de l'art marocain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.